Par une chaude nuit d'été à la Nouvelle-Orléans en 1904, la ville endormie est réveillée par les cris d'une femme qui hurle « Aidez-moi ! C'est un vampire, il veut me tuer !» À partir de là, le mystère du vampire, le plus légendaire de la ville, ne fait que s'épaissir. On raconte que le mystérieux Jacques Saint-Germain est en vie depuis plus de 300 ans. Selon de récentes observations, la nuit, le même homme hante les rues de la Nouvelle-Orléans. Si cette histoire est vraie, est-ce que ça veut dire que chacun de nous peut vivre éternellement? Le vampire le plus légendaire de la Nouvelle-Orléans a-t-il trouvé le secret de l'immortalité? Ou faut-il enterrer cette histoire pour de bon? Je m'appelle Jennifer Marshall, ex-marine devenue enquêtrice indépendante. J'ai étudié toutes sortes d'affaires. Désormais, je suis sur la piste d'une énigme surnaturelle. Je vais essayer de résoudre le mystère du vampire le plus légendaire de la Nouvelle-Orléans. Peu de créatures légendaires possèdent le mystérieux attrait du vampire. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles plus de 5000 Américains se considèrent comme des vampires. Selon la légende, les vampires se nourrissent de sang pour vivre éternellement. Récemment, de nouvelles apparitions d'un présumé vampire de 300 ans ont été signalées à la Nouvelle-Orléans. Ce qui a relancé l'idée que la consommation de sang est la clé. Est-il possible qu'une personne puisse vivre pendant des siècles et qu'elle arpente les rues de la Nouvelle-Orléans de nos jours? Un jeune auteur dénommé Vince m'a appelé à l'aide pour résoudre ce mystère. Vincent? Mais il y a une chose à savoir sur Vince. Je m'appelle Vincent Curiel. Je suis un auteur, blogueur et je suis un vampire. Quand j'ai découvert le monde des vampires, j'ai trouvé un endroit où j'avais ma place. Je suis l'un des plus jeunes et grâce à mon blog, j'ai l'une des voix les plus puissantes de la communauté en ce moment. Je veux faire la lumière sur le mythe de Jacques Saint-Germain. Je veux savoir si ce vampire légendaire de la Nouvelle-Orléans a réellement percé le mystère de l'immortalité. Je dois reconnaître que je n'avais encore jamais rencontré un vampire. Eh bien, ce n'est pas exactement ce que les gens pensent. Ils s'attendent sûrement à ce genre de choses. Dracula? Des représentations du 7e art. Ce n'est pas ce que nous sommes. On ne se transforme pas en chauve-souris. On ne se transforme pas en brume. Tu sais, seuls les fous dorment dans des cercueils. C'est une façon de voir la vie sous un angle différent, un angle plus primitif. C'est vivre sans avoir peur. Bon, Vince est un peu étrange. Il s'habille tout en noir et porte une paire de crocs. Mais il semble aussi très sérieux. Quand on porte les crocs, on se sent différent. Ça fait ressortir notre instinct primitif. Alors, comment est-ce que je peux t'aider? Je veux trouver le vampire le plus célèbre de la Nouvelle-Orléans, Jacques Saint-Germain. On m'a raconté qu'il avait trouvé un moyen de tromper la mort en utilisant du sang humain. Je n'ai jamais rien vu de scientifique qui me laisse penser ça. Des expériences médicales ont eu lieu sur des souris. Ils transfusent du sang de jeunes souris aux plus âgées. Et la santé des souris plus âgées s'améliore. Ils viennent de découvrir une espèce de méduse qui n'a pas l'air de vieillir. Peut-être que l'idée, le concept d'immortalité n'est pas si loin. Tu penses qu'il est encore en vie? Tu penses qu'il se trouve ici, à la Nouvelle-Orléans? Dans cette ville, tout est possible. J'ai même entendu des gens du coin, ici, à la Nouvelle-Orléans, qui affirment l'avoir vu en personne. Des témoignages récents? Pas de gens âgés? Absolument. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Est-ce que je crois possible que Jacques Saint-Germain ait percé le mystère de l'éternité et qu'il soit toujours en vie? Non, je ne pense pas. Mais il y a tant de témoignages qui rapportent sa présence que nous devons nous pencher sur la question. Au moins pour prouver que c'est faux. Apparemment, à la Nouvelle-Orléans, il existe un bar clandestin réservé aux vampires. Nous allons nous y rendre et je vais rencontrer des vampires en personne. D'après Vince, une figure emblématique de la communauté pourrait nous apporter son aide. J'ai eu mon lot d'endroits prétendument secrets, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Cet endroit est incroyable. Oui, en effet. Nous sommes ici pour rencontrer un homme prénommé Cédric. Il est enquêteur en paranormal. Il est aussi très connu ici au sein de la communauté des vampires. Comment ça va? Ça va. Voici Jen. Elle voulait vous poser des questions sur la communauté des vampires. Cédric, enchanté. S'il y a une personne qui peut nous aider à retrouver Saint-Germain, c'est Cédric.
Je suis enquêteur en paranormal depuis plus de 20 ans. J'ai parcouru tout le pays. Ici, à la Nouvelle-Orléans, les histoires et légendes que vous entendrez sur les vampires vont vous paraître fantastiques. Elles vont vous paraître étranges, mais chaque histoire contient une once de vérité. Je vais poser la question que tout le monde se pose sûrement. Est-ce que vous buvez du sang? Est-ce que c'est quelque chose que les vampires font? En fait, il s'agit d'une très petite partie de la sous-culture des vampires et du monde des vampires. Ça peut être vraiment dangereux. Donc, vous avez des vampires qui... On se nourrit d'énergie, et ce n'est pas envahissant. Cela se produit davantage lors d'événements comme des épreuves sportives. Quand on est dans le vieux carré, on se nourrit de cet excès d'énergie qui émane de chaque être vivant. Je pense qu'on a tous dans nos vies une personne qui se nourrit de l'énergie négative. On parle de vampire émotionnel. Un vampire émotionnel. C'est quelque chose qui existe aussi. Tout à fait. Il y a une éthique dans la façon dont on se nourrit, dans ce qu'on fait. D'après vous, quelles sont les idées reçues les plus répandues chez les profanes sur votre communauté? Le fait que le soleil nous tue, ce n'est arrivé qu'après 1922, grâce à Hollywood. Le soleil me tue, mais c'est parce que je suis rousse. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous savez sur Jacques Saint-Germain? Eh bien, c'est ce que j'allais vous demander, de me remettre à la page en quelque sorte. Je connais certaines parties de l'histoire, mais... Je peux vous montrer la maison où l'attaque a eu lieu. Avez-vous des informations sur Jacques Saint-Germain? Jacques Saint-Germain, on sait que ce gentilhomme a vécu ici. On sait qu'il organisait les fêtes les plus extravagantes. Les gens en parlaient. Il avait les mets les plus raffinés, il avait les meilleurs vins. Et puis, une nuit, il y a eu l'incident avec la jeune femme qui a sauté du 2e étage en criant « C'est un vampire, il veut me tuer ». Après ça, Jacques a disparu. Je suis frappée de voir que cette histoire est si connue à la Nouvelle-Orléans, qu'elle fait partie des traditions de la ville. Ce qui est bien avec Cédric, c'est qu'il comprend la Nouvelle-Orléans. Il vit ici, il a des relations, il a accès à des parties de la ville où je ne peux pas aller, étant une étrangère. Donc j'espère que son expertise nous aidera à trouver quelques réponses. J'ai quelques pistes ici en ville de personnes qui sont persuadées d'avoir croisé Jacques Saint-Germain. Est-ce qu'on a affaire à une entité vampirique? Est-ce qu'on a affaire à un alchimiste qui a réussi à trouver l'élixir de vie et qui a découvert un moyen de vivre éternellement? J'ai rencontré cette femme prénommée Rose. Elle dit qu'elle peut nous emmener voir une des maisons à l'endroit où s'est produit l'incident Jacques Saint-Germain. Cédric a dit qu'il connaît un type qui pense avoir vu Jacques Saint-Germain en personne, il y a quelques années. Si on peut parler à un témoin, ça pourrait vraiment nous mettre sur la bonne voie. Le fait que tant de gens se manifestent et disent qu'ils ont vu Jacques Saint-Germain, censé être mort depuis des années, c'est troublant. Je veux savoir qui il voit, dans quelles circonstances et pourquoi il croit que c'est lui. J'ai rencontré cette femme prénommée Rose. Le vampire autoproclamé Vincent Curiel cherche à confirmer de récentes apparitions d'un homme, prétendu vampire de 300 ans. Selon la légende de la Nouvelle-Orléans, Jacques Saint-Germain disparaît après avoir attaqué une femme en 1904. Je suis frappée de voir que cette histoire est si connue à la Nouvelle-Orléans, qu'elle fait partie des traditions de la ville. Et il y a aussi un élément appréciable dans cette histoire, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que ça s'est presque terminé en tentative de meurtre. Est-ce que cet homme existe vraiment? Et peut-il réellement utiliser du sang pour prolonger sa vie? C'est là. Voilà la maison de Jacques Saint-Germain. Rose Sinister est historienne et elle a une grande connaissance de la Nouvelle-Orléans. Elle sait aussi une chose ou deux sur les vampires de cette ville. J'aime l'histoire de la Nouvelle-Orléans et j'aime partager ça avec les gens. On en apprend tous les jours sur cette mythologie. Voilà ce dont je voulais vous parler. C'est à cet endroit, en 1904. Tous les voisins des deux côtés de la rue ont été réveillés au petit matin par un terrible vacarme. Une femme qui hurle et du verre qui se brise. Il y a cette femme nue, couverte de sang, sur le balcon, juste là. Elle appelle à l'aide. « Il va me tuer, il va me tuer !» Au poste de police, elle explique aux agents qu'elle se prostitue, qu'elle ne connaît que le prénom de cet homme, Jacques, qui l'a engagé et fait monter dans sa chambre. Quelqu'un réalise qu'elle parle de Jacques Saint-Germain. À ce moment-là, la donne change. C'est une grosse affaire. Jacques Saint-Germain, c'est ce type étrange qui vit tout seul. Et il organise ces fêtes incroyables.
Des gens viennent de partout pour assister à ces soirées. Ils ne savent rien sur lui. On est dans le Sud. C'est très compliqué d'être un étranger dans le Sud. Ils le décrivent simplement comme un homme petit, très bien habillé, qui a la cinquantaine. Rose a un point de vue très particulier parce qu'elle est théâtrale. Elle est géniale dans ce qu'elle fait, mais je dois considérer les faits et rien que les faits. Donc il faut que je continue mon enquête. D'où venait tout cet argent? Personne ne le sait, encore aujourd'hui. Il était multilingue. Il parlait plusieurs langues, anglais, français, allemand. Il était à l'aise pour discuter philosophie. Il pouvait parler de géométrie. Il pouvait parler de l'Antiquité romaine, de l'Antiquité grecque. C'est l'une des premières histoires que nous avons sur le vampire moderne. Est-ce que la police l'a retrouvé? Est-ce qu'ils ont fouillé sa propriété? Ils ont effectivement fouillé la maison. Lorsqu'ils franchissent le seuil et entrent, ils comprennent rapidement qu'il est parti. Ils ne trouvent pas de nourriture dans le garde-manger. En revanche, ils découvrent une collection de vins. C'est du moins ce qu'ils pensent au départ. Les agents commencent à rassembler ces bouteilles de vin et l'une d'elles tombe. Quel que soit le contenu, ça se met à couler. La texture est visqueuse, gluante, presque granuleuse. Beaucoup de gens se sont alors demandé qui était réellement Jacques Saint-Germain. Le fait que ces réceptions aient toujours lieu la nuit, le fait qu'il s'agisse de soirées très luxueuses, le fait qu'il parle tant de langues, qu'il soit si instruit, tout ça rappelle à beaucoup de gens un autre Saint-Germain, le comte de Saint-Germain. Un alchimiste français du XVIIIe siècle régulièrement convié à Versailles dans les années 1700. Sauf qu'il vivait 2 siècles plus tôt. Certains pensent qu'il s'agit de la même personne. Aussi horrible et étrange que soit cette histoire, je ne peux pas la balayer d'un revers de la main. Surtout dans une ville comme la Nouvelle-Orléans, qui a une histoire si riche et variée. Il se passe des choses étranges ici, plus que ce qui arriverait dans une autre ville. Qu'est-ce que tu penses de Cédric et des gens avec qui il traîne? Ils sont fiables? Absolument. Je pense que c'est le meilleur dans son domaine. Cédric a trouvé une personne qui prétend avoir vu Jacques Saint-Germain récemment. Peut-être pourra-t-on obtenir des informations qui nous mèneront directement à cet homme, s'il existe. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, et vous? Et vous? J'ai pu contacter l'homme et il est d'accord pour vous parler. Hé, l'homme! Voici Jen, c'est la femme dont je t'ai parlé, l'enquêtrice. Salut Jen. Bonjour. L'homme. Merci d'avoir accepté de me parler. Je sais que vous ne racontez probablement pas à tout le monde ce que vous avez à dire. C'est sûr que ça sort de l'ordinaire. À son arrivée en ville, l'homme était en gros ce qu'on appelle affectueusement un punk à chien. Ce sont des enfants des rues, ils se droguent. Et certains de ces punks à chiens ont raconté avoir vu un monsieur qui ne tournait pas vraiment rond. Il était très instruit, mais ça ne le dérangeait pas de traîner avec ces enfants des rues. Quand vous avez croisé cet homme, en qui vous pensez avoir reconnu après coup Jacques Saint-Germain, quelles étaient les circonstances? Je traînais avec un tas d'autres enfants errants. J'étais ado. C'était sûrement autour de 2004. Ce qui est cool dans le vieux carré, c'est que vous pouvez vous contenter de zoner. C'est le monde qui vient à vous. Il vagabondait dans les parages. Je sais que je l'ai revu plusieurs fois sur Jackson Square, toujours à traîner avec les va-nu-pieds. Et il ne s'asseyait jamais, ce qui était étrange. Il était toujours debout en train de rôder. Quelles étaient ses caractéristiques physiques? Vieux. Il avait entre 45 et 55 ans, max. Mais il avait l'apparence d'une personne qui a 80 ou 90 ans. Il donnait cette impression d'avoir tout vu et tout fait. Vraiment? Ça, c'est intéressant. C'était un petit homme, sur son 31. Parfois, il portait un trench coat. Vous savez, il avait une très belle chaîne, à cravate et tout. De nos jours, même le parfait gentilhomme ne s'habille pas aussi bien. Il avait le teint pâle, bronzé, mat? Très pâle. On aurait dit qu'il ne s'exposait pas très souvent au soleil. J'étais toujours frappé par le côté suranné de certaines de ses histoires. Je me souviens précisément qu'il a raconté avoir vécu en Égypte. Mais il y a longtemps, avant les avions. Voyager au sein d'une caravane ou à dos de chameau. Pas le genre de choses qu'on entendrait de nos jours. Il venait traîner et il essayait d'inviter certaines filles à venir chez lui. Comme un prédateur, en quelque sorte. Exactement. Un vrai prédateur. Mais c'était un pauvre type très fortuné. À mon avis, il était juste très seul. L'histoire de l'homme était intéressante. Et je suis d'accord avec lui sur le fait qu'un homme âgé qui semble très cultivé, qui a beaucoup d'argent, qui traîne avec une bande de gamins errants, c'est un comportement suspect. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il semblait vouloir payer pour du sexe. C'était ce genre d'atmosphère.
Est-ce que l'une d'elles est venue vous voir après en disant « Voilà ce qui s'est passé, il a essayé de faire ça », au moins une? Il y a bien eu une fille qui l'a accompagné chez lui. Ils ont bu du vin ensemble. Et puis, il est devenu vraiment bizarre. Elle s'est sentie mal à l'aise et elle est partie. Je suppose qu'en 2005, vous n'avez pas réalisé tout de suite que c'était la personne que vous croyiez avoir vue. Combien de temps ça a pris? Je n'en avais aucune idée. En fait, j'en ai parlé avec un ami. On en a discuté et il m'a dit « Ça correspond à la description de ce type, Jacques Saint-Germain ». Je suis parti et j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. J'ai vérifié quelques éléments. Je me suis dit que c'était vraiment troublant qu'il corresponde à la description. Son comportement, tout était cohérent. L'homme a dit que l'homme qu'il a vu parlait de l'Égypte comme s'il y avait vécu des centaines d'années auparavant. Tout ça est très étrange. Tu ne crois pas à son histoire? Je ne sais pas. Et puis, c'était il y a 15 ans. Ça fait long pour mémoriser un souvenir. Je sais que Jen trouve tout ça invraisemblable. Mais je pense qu'il y a autre chose. Quand j'ai discuté avec Cédric dans le bar clandestin, il a parlé des différents groupes de vampires. Il a évoqué les sanguinariens, mais on aurait dit que c'était un sujet très tabou. Des vampires qui boivent du sang. Beaucoup de gens n'ont pas vraiment envie de parler du fait qu'ils pourraient boire du sang. S'ils ne boivent pas du sang humain, ils se sentent mal, physiquement. Ils vont être léthargiques, avoir des migraines. Il y en a même certains qui affirment qu'ils ne pourront pas sortir au soleil. Est-ce que tu connais quelqu'un personnellement qui se livre à ce procédé? Je suis moi-même sanguinivore. Des vampires qui boivent du sang. Est-ce que tu connais quelqu'un personnellement qui se livre à ce procédé? Je suis moi-même sanguinivore. Pour moi, c'est une pratique ritualisée et hautement sacrée. Je ne me recharge pas. En général, c'est une très petite quantité, et c'est entre moi et une personne avec qui j'ai un lien très proche et personnel. Est-ce que tu t'inquiètes de la sécurité quand tu te livres à cette pratique? Oh, absolument. Juste après la génération SIDA, avoir recours à ce rituel comporte de grands risques. Toute personne qui se nourrit de sang doit toujours faire tester rigoureusement son donneur pour détecter les agents pathogènes présents dans le sang. Tu dois toujours t'assurer par tous les moyens de ta sécurité, comme celle de ton partenaire consentant. Tu penses que c'est plus courant maintenant que par le passé ou moins courant? Je pense que c'est moins fréquent de nos jours, parce que la plupart des gens préfèrent l'éviter et se nourrir par des moyens métaphysiques. Se nourrir de l'énergie d'une personne sans avoir de contact physique. Quand on se livre à cette pratique, est-ce que c'est dans un but thérapeutique ou pour l'intimité? Quelle est ta réflexion? Ça crée une sorte de lien entre le donneur et son vampire. On se nourrit de l'énergie, de la force vitale que la personne génère. Et beaucoup d'entre nous ont le sentiment que le meilleur moyen et le plus direct de faire ça, c'est de prélever et consommer le sang de cette personne. On peut dire que personne n'a envie de se nourrir de la tante Marge de 85 ans. Normalement, oui. L'affirmation de l'homme, selon laquelle l'homme qu'il a vu semblait venir d'une époque ancienne, est intrigante. On a besoin d'en apprendre davantage sur le comte de Saint-Germain des années 1700, et j'ai une piste qui pourrait nous aider. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, nous cherchons Merida. Oh, je vais la chercher. Bien sûr. Tu es à la recherche de têtes miniatures? Voici donc Jacques Saint-Germain. Bonjour, je suis Merida. Bonjour, je suis Jennifer. Enchantée. Merida Crandall est l'auteur d'un livre sur l'histoire des vampires. Je me demande si elle peut nous dire si les deux Saint-Germain sont en fait le même homme. D'après ce que vous avez trouvé au cours de vos recherches, pensez-vous que le Saint-Germain français et le Saint-Germain de la Nouvelle-Orléans pourraient être la même personne? Ce serait vraiment fantastique si c'était le cas. Et j'aimerais beaucoup que ce soit vrai. C'est possible. Il y a vraiment cette personne incroyable qui traverse les siècles en tant que Saint-Germain. Qu'est-ce que vous savez sur le comte? Le comte de Saint-Germain a véritablement existé, c'est certain. Il y a des lettres et des écrits de personnes célèbres qui l'ont mentionné dans l'histoire. Au XVIIIe siècle? Oui. Voici Raski, un prince de Transylvanie qui est considéré comme son père. À l'époque, il était très surveillé et courait un grand danger. Il pensait qu'on allait assassiner son fils. On raconte qu'il a confié son fils à la famille Médicis. Ça expliquerait sa formation en musique, en poésie, en sculpture, tout.
Connaissez-vous des personnages, des figures historiques, qui peuvent dire qu'elles le connaissaient personnellement, qui peuvent prouver son existence? Oui, absolument. Madame de Pompadour, qui était la favorite du roi Louis XV. Et puis Voltaire aussi. Il appréciait vraiment sa compagnie. C'était quelqu'un qui était très charmant. Quelles étaient les raisons qui ont poussé les gens à penser que le comte avait des centaines d'années? Quelles étaient les causes derrière cette prétendue extrême longévité? Il n'a jamais eu l'air d'avoir plus de 50 ans, même quand il était censé être beaucoup plus vieux. Personne ne sait exactement l'âge qu'il avait. Il n'a jamais été vu en train de manger. Son assistant a dit qu'il se contentait de donner aux gens des bribes d'informations. Et il les laissait se débrouiller avec ça. Je vais vous donner ceci, vous vivrez plus longtemps. Regardez ce que je fais. C'est là qu'entre en jeu la vraie histoire, les personnages qu'il a pu côtoyer. Sa vie a commencé dans le secret, alors que, d'après ce qu'on sait, il est confié à la famille Médicis. Très jeune, il a appris à mentir, à dissimuler sa véritable identité. Et c'est une partie de ce qui mène à la légende qui arrive jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Est-ce vraiment ce qui lui est arrivé? Est-il possible que le comte ait vécu pendant des centaines d'années en consommant du sang? Après avoir entendu parler des pratiques sanguinivores, je dois me concentrer sur les faits. Existe-t-il quelque part dans le monde des exemples documentés de longévité extrême, d'aptitude surnaturelle, d'un lien quelconque avec la consommation de sang? J'ai donc contacté un phlébologue, un professionnel de la santé formé pour prélever du sang pour des transfusions et des essais cliniques. Jennifer Koch a participé à plusieurs études sur le sang. J'espère qu'elle pourra nous dire si la consommation de sang comporte des bienfaits médicinaux. Nous enquêtons sur un personnage appelé le comte de Saint-Germain. Il s'agirait d'un vampire mythique. D'après la légende, il utilisait le sang comme un moyen de prolonger sa vie. Jennifer, existe-t-il des cas concrets de gens qui ont effectivement prolongé leur vie en consommant du sang? Le sang nous a toujours fascinés. Dans les années 1700, un gentilhomme dénommé Paul Bert a inventé ce qu'on appelle la parabiose. En gros, il a pris deux souris, une plus jeune et une plus âgée, les a ouvertes et recousues ensemble. Le sang de la jeune souris a effectivement profité à la souris plus âgée. Celle-ci a bénéficié d'une meilleure fonction cognitive. Elle a réussi à traverser un labyrinthe plus rapidement. En revanche, la jeune souris a fini par ralentir et n'a pas réussi à franchir le labyrinthe. Et elles étaient reliées par la circulation sanguine? Exact. Pour faire simple, quand elles étaient cousues ensemble, les vaisseaux capillaires s'assemblaient pour former un seul système circulatoire. Les bienfaits ont perduré quand il les a séparés? Et les bienfaits ont perduré, exactement. Waouh! De nos jours, on utilise ce qu'on appelle le plasma riche en plaquettes. On prélève votre sang et on le passe dans une centrifugeuse. On prend le plasma et on le réinjecte dans le corps de la personne. Chez les athlètes, par exemple, s'ils ont une blessure au genou ou quelque chose comme ça, le plasma a réinjecté dans la zone touchée et on a découvert que la récupération était plus rapide. Est-ce que l'un de ces procédés mène réellement à la longévité? Est-il possible que le comte de Saint-Germain, ou n'importe lequel d'entre nous, puisse trouver un moyen de prolonger la vie? Est-il possible que le prétendu vampire Jacques Saint-Germain ait trouvé un moyen de prolonger sa vie? D'après Jennifer Koch, phlébologue, les progrès de la recherche sur le sang offrent des avantages médicaux. Est-ce que l'un de ces procédés mène réellement à la longévité? Nous sommes sur le point de faire des découvertes. Il n'existe pas vraiment de preuves empiriques qui démontrent qu'il est effectivement possible de prolonger son existence. Revenons au comte de Saint-Germain. Est-il possible qu'il ait pu découvrir ce genre de procédure plusieurs siècles avant les autres? Il est possible qu'il ait découvert le savoir. Par contre, en raison de la période à laquelle il a vécu, il ne possédait pas la science et la technologie nécessaires. S'il est parvenu à le faire d'une manière ou d'une autre, il n'avait aucun moyen d'extraire le plasma et de le réintroduire dans son système. Même si le comte de Saint-Germain avait compris les bienfaits du sang, à l'époque, aucune technologie ne lui permettait de réintroduire ce sang dans son système, sauf en le consommant. J'en arrive à ma prochaine question. Est-ce que boire du sang peut nous apporter le moindre avantage? Il existe un sous-groupe de vampires qu'on appelle les sanguinariens. Ils sont persuadés que l'ingestion de sang est bénéfique pour la santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Il existe ce qu'on appelle le vampirisme clinique. On parle aussi du syndrome de Renfield. Si vous avez lu Dracula, il s'agit de son apprenti. Il capture des souris et les mange. Il prend leur sang parce qu'il cherche à se nourrir. Quand les gens ont eu un accident qui conduit à l'altération de leur état psychique, curieusement, ils ont un besoin irrépressible de sang. Donc l'envie de sang humain qu'ils ressentent pourrait être déclenchée par un traumatisme? Ça peut être lié à un traumatisme ou c'est seulement un placebo. Bizarrement, les gens aiment ça, ce que je n'arrive toujours pas à comprendre. Le corps n'est pas fait pour ingérer du sang.
Ça peut mener à une overdose de fer appelée hémochromatose. C'est très mauvais, ça peut entraîner une crise cardiaque fatale, un choc anaphylactique. Je déconseille fortement toutes ces pratiques. C'est vraiment fascinant que la science étudie les possibilités d'utiliser le sang pour inverser les effets du vieillissement. Toutefois, prouver que le comte de Saint-Germain avait compris ça et était arrivé jusqu'à la Nouvelle-Orléans demande une preuve concrète. J'ai couru à la bibliothèque locale et j'ai pu rassembler quelques documents qui, selon moi, pourraient nous mettre sur la bonne voie. J'espère que les documents que j'ai réunis pourront prouver que Jacques Saint-Germain a réellement existé. Salut étranger. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as trouvé à la bibliothèque? J'ai ça, des registres de recensement. Des registres, d'accord. Ça alors. Où est le recensement de l'année 1890? Ils t'ont donné un tampon quand ils ont cherché? Oui. Ce sont les commis postaux du chemin de fer. C'est seulement l'emploi de quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. C'est pas vrai. J.A. Saint-Germain. Il y a travaillé en 1901, donc ça correspond à la période. L'incident a eu lieu quand? En 1904? Il a donc bien existé. On tient quelque chose. Un bon bibliothécaire vaut son pesant d'or. C'est vrai. Ça va nous aider à dessiner la frise chronologique du vrai Jacques Saint-Germain. Pas le mythe, mais l'être vivant. Alors, on a un manifeste, un registre de recensement. En feuilletant les documents, j'imagine la personne qu'on recherche. J'ai la vérification de l'emploi, les renseignements du recensement. Et je vois un manifeste du SS Californian qui indique l'avoir amené depuis la France en 1890. Donc, sur le papier, il semblerait bien que ce soit la personne qu'on recherche. Je pense vraiment qu'on tient quelque chose. Ce vampire légendaire a réellement percé le mystère de l'immortalité. L'un des documents dit qu'il était ingénieur, le manifeste des passagers. Et ensuite, si on regarde sur le registre des employés du service postal du chemin de fer, tu sais, j'examine ce registre des employés du chemin de fer, et même s'il était ingénieur, ça ne ressemble pas au travail qu'un mondain exerçait. Travailler pour le chemin de fer, ce n'est pas un travail lucratif. Ça ne semble pas correspondre à l'image qu'il s'était créée. Tu as raison. Fortuné, talentueux, cultivé, sophistiqué. Je ne sais vraiment pas quoi penser. Et là, sur la copie de ce document, en 1919, il est répertorié en tant que J. Saint-Germain, directeur adjoint, Ligue militaire de la Croix-Rouge américaine, division du Golfe. Tu crois que c'est la même personne? C'est fort probable. Je veux dire, pourquoi pas? Il a aussi pu voyager avec la Croix-Rouge. Il réapparaît en 1919, mais c'est longtemps après l'incident. On ne sait pas d'où provenait l'argent de Saint-Germain. Tous ces emplois étranges, c'était peut-être une couverture ou même une distraction. Ouais, mais après l'incident, on ne l'a pas vu pendant des années, soi-disant. En tout cas, pas par ici. Tu as le manifeste du bateau? Oui, le voilà. 1890. Rose nous a dit qu'il était arrivé 1 an ou 2 avant l'incident. Souviens-toi, tout le monde pensait qu'il y avait un nouveau en ville. Et il y a ce type. S'il arrive en 1890, ce n'est plus le nouveau du coin en 1902 ou 1903. À ce moment-là, il fait partie du décor. On sait qu'il y avait un Jacques Saint-Germain à la Nouvelle-Orléans à l'époque du supposé incident de la femme sur le balcon. Mais sur ces différents documents, les dates s'étendent sur une bonne quinzaine d'années avant et après cet incident. Le manifeste du bateau en provenance de la France est vraiment le document le plus irréfutable. Jen a raison à propos de la date un peu ancienne, mais il est possible qu'il soit resté dans l'ombre à son arrivée. Il a peut-être rejoint la vie mondaine après avoir gagné en confiance. Dans cette affaire, on doit voir plus loin que le cadre établi. Après avoir rencontré tant de vampires autoproclamés, je reste songeuse. Qu'est-ce qui pousse un individu à rejoindre cette communauté? J'ai contacté le professeur Joseph Lecoq, qui travaille à l'Université d'État du Texas. Il a étudié les vampires de nos jours et leur a consacré un livre. Professeur Lecoq, bonjour. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour moi. D'après vous, pourquoi les gens sont tellement fascinés par les vampires?
Je crois que la modernité a transformé la société. Les gens se sentent en décalage, perdus. Ils ont l'impression de ne pas rentrer dans le moule. Donc, alors qu'ils avaient l'habitude de voir le vampire comme quelque chose de terrifiant et diabolique, désormais ils se reconnaissent un peu dans ce personnage. Au fil du temps, il a gagné en sympathie. Il existe des gens qui boivent du sang et qui pensent que c'est bénéfique pour eux. Est-ce que vos recherches ont montré pourquoi ils font ça? Beaucoup de vampires dits sanguinariens, qui boivent du sang, prétendent que ça fait partie de leur pratique santé, qu'ils ont besoin de le faire pour se sentir bien. Quant à savoir pourquoi, je ne sais pas si c'est entièrement psychosomatique et s'il s'agit d'un effet placebo. Je ne connais personne qui a affirmé ouvertement avoir prolongé sa vie. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils avaient l'air beaucoup plus jeunes qu'ils ne le devraient. Je suis dans le Vieux Carré et je suis sur le point de rencontrer quelqu'un qui prétend avoir croisé Jacques Saint-Germain récemment. Belphazar! Hey Vince, comment ça va? Ravi de te rencontrer enfin. Le plaisir est pour moi. La plupart des gens m'appellent Zar, je suis le vampire sanguinarien du coin. Il y a plus de 275 ans d'histoire concernant des actes vampiriques qui se sont produits à la Nouvelle-Orléans. Et la ville n'a que 300 ans. J'ai cru comprendre que tu avais rencontré Jacques Saint-Germain. On peut dire ça. C'était une nuit incroyablement brumeuse, juste après des orages. Je me dirigeais vers le carré pour rejoindre ma voiture. J'ai remarqué cet homme appuyé contre un lampadaire. Le mec portait un chapeau, un trench coat. Il était plutôt petit, 1m65, 1m70. Quand je suis arrivé à sa hauteur, il m'a demandé du feu. Je me suis arrêté et je lui ai donné un briquet. Il a tiré 2 bouffées sur sa cigarette et il a dit « C'est une belle nuit pour Jacques ». Quand j'ai réalisé ce qu'il avait dit, je me suis retourné pour regarder, mais il était déjà parti. Qu'est-ce que ça signifie au juste? Jacques Saint-Germain organisait des fêtes par mauvais temps. Je pense que Jacques était en fait le comte de Saint-Germain. Donc tu crois qu'ils sont une seule et même personne? Oui. Quand tu vis aussi longtemps que quelqu'un comme le comte de Saint-Germain... C'est aussi ce que je crois. Vous connaissez sûrement les histoires de Jacques Saint-Germain et du comte de Saint-Germain. Est-ce que vous prêtez foi à l'existence de Jacques Saint-Germain? Je pense que Jacques Saint-Germain a actuellement le statut d'une légende urbaine. Ce que je veux dire, c'est qu'il devrait y avoir des documents sur cette histoire, mais on ne les a pas encore trouvés. Y a-t-il la moindre preuve concrète que les vampires aient pu exister à un moment donné? À ma connaissance, il n'y a aucune preuve que les véritables vampires, ceux qui ont des pouvoirs surnaturels, aient jamais existé. Il ne faut pas oublier que les historiens ne sont pas formés pour étudier le surnaturel. On ne sait donc pas vraiment quelles preuves il faudrait chercher. Par contre, il a été démontré que les peuples de l'Antiquité craignaient l'idée que les morts puissent revenir et attaquer les vivants. On a donc plein de témoignages archéologiques de corps profanés pour tenir les vampires éloignés. Professeur Lecoq, si les vampires sont réellement un mythe, d'où est-ce que ça vient? Les origines de cette légende sont inconnues, mais elles sont probablement très anciennes. Les vampires font partie du folklore en Grèce, en Europe de l'Est, en Russie, en Turquie. Toutes ces sortes de créatures nocturnes et de buveurs de sang contribuent à ce que nos contemporains appellent un vampire. Il s'avère que la Nouvelle-Orléans n'est pas la seule ville où les vampires sévissent. Le chef d'un clan de Los Angeles a lui-même posé des crocs sur plus de 18 000 personnes. Je me trouve à une réunion privée de vampires pour rencontrer le parrain du mouvement des vampires modernes, Father Sebastian. Joyeux solstice! Father Sebastian a écrit plusieurs livres sur les vampires. Et apparemment, il a des informations privilégiées sur le mystère qu'on cherche à élucider. Il m'a invité demain à parler avec lui de Jacques Saint-Germain. Cher vampire, c'est parti.
Father Sebastian, le maître orfèvre du clan des vampires Sabertooth, a proposé de nous confier ses secrets sur Jacques Saint-Germain. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes un historien spécialiste des vampires. Vous avez donc fait beaucoup de recherches sur le sujet et vous êtes très éclairé. Que savez-vous sur le comte de Saint-Germain? Le comte de Saint-Germain est un véritable être humain, fait de chair et d'os. Il avait plusieurs caractéristiques qui correspondaient à l'image que les gens ont d'un vampire, mais qui pouvaient s'expliquer autrement. Longévité, charisme énorme, c'était un violoniste, un compositeur, un auteur fabuleux, mais aussi le favori de plusieurs cours. D'après vos recherches et ce que vous avez lu, pensez-vous que la théorie selon laquelle il aurait trouvé un élixir de vie, quelque chose de plus durable que ce que nous savons aujourd'hui, soit légitime? Il y a deux possibilités. Un, c'était un arnaqueur. Il avait une relation maître-apprenti avec de jeunes hommes qui reprenaient son titre tandis qu'il se retirait. Donc, sur une période d'une centaine d'années, il avait peut-être 3 ou 4 imposteurs qu'il choisissait, un peu comme un vampire choisit ses enfants. L'autre possibilité, c'est qu'il était un vampire. Les rumeurs sur sa longévité ont conduit certains à croire qu'il a continué à vivre jusqu'au XXe siècle à la Nouvelle-Orléans sous un autre nom, Jacques Saint-Germain. Ma théorie, c'est qu'un homme a trouvé le journal intime, ou la légende du comte de Saint-Germain, s'est rendu à la Nouvelle-Orléans sous une identité d'emprunt, et qu'il était peut-être un peu fétichiste du sang. Peut-être avait-il aussi un peu d'argent pour pouvoir en imposer et impressionner la haute société. J'ai beaucoup de mal à croire que l'homme que nous connaissons sous le nom de Jacques Saint-Germain, qui est décrit par les guides touristiques et dont les gens parlent dans le Vieux-Carré, a vraiment existé. Je pense que le plus important est de considérer la légende. La légende existe réellement. Est-ce qu'on sait s'il a vécu ou non? Je crois que ça n'a pas d'importance. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? D'abord, j'aimerais parler de ces deux types, le comte de Saint-Germain et Jacques Saint-Germain. Je pense qu'on a démontré que le comte de Saint-Germain était une vraie personne. Plusieurs personnages célèbres de l'histoire l'ont évoqué. Voltaire, Louis XV, Casanova, Madame de Pompadour. Ce sont des gens qui l'ont vu en personne et ont passé du temps avec lui. Il était compositeur, musicien, polyglotte, alchimiste. Mais surtout, on le considérait comme un brillant conteur. Quelles preuves concrètes avons-nous pour dire que le comte de Saint-Germain était un vampire? Il semble avoir plus de talent qu'il est possible d'en acquérir, du moins en une seule vie. Beaucoup de gens ont dit qu'ils ne l'avaient jamais vu manger ou boire quoi que ce soit. Et surtout, il n'avait pas l'air de vieillir. Je pense qu'on peut rapporter ses aptitudes et son éducation au fait qu'il ait été élevé par la famille Médicis. Il a reçu une excellente éducation. Pour ce qui est de ne jamais vieillir, je crois que c'est tout simplement parce qu'il prenait bien soin de lui. Je veux dire, nous connaissons des gens qui ne s'exposent pas au soleil, qui s'hydratent en permanence, qui font attention à ce qu'ils mangent et font du sport. Effectivement. Il est possible de retarder le vieillissement naturel en faisant ce genre de choses. C'est très difficile de prouver que c'était un vampire. Maintenant, revenons sur le cas de Jacques Saint-Germain. Pourquoi les gens pensaient que c'était un vampire? Il y a eu l'incident de la femme qui l'a attaqué, qui a sauté depuis la fenêtre du 2e étage. Tout le monde a dit qu'elle criait qu'elle était attaquée par un vampire. La femme sur le balcon. Il y a eu le récit des comptes rendus de la police. Ils ont trouvé des bouteilles de vin remplies de sang dans sa maison. D'accord. Bouteille de vin / sang. Il semblait très instruit et parlait plusieurs langues, tout comme le comte. Tu sais, j'arrive à voir pourquoi les gens font le lien. Il y a beaucoup de similitudes. Mais j'aimerais parler de la femme sur le balcon. Où sont passés les comptes rendus de la police sur cette affaire? Où sont passés les articles de journaux? Où est-elle passée après les faits? Si ça m'arrivait, si je pensais qu'une personne était un vampire et qu'elle avait essayé de me tuer, je sortirais sûrement de ma cachette pour en parler. Avec tout son argent, il a pu la faire disparaître lui-même. C'est un bon point. Et c'est quelque chose qu'on a toujours vu dans l'histoire. Des gens fortunés qui font disparaître les problèmes. Effectivement. Quand on s'intéresse au comte de Saint-Germain, il y a beaucoup d'indices qui démontrent qu'il a réellement existé. Mais quand on s'intéresse à Jacques Saint-Germain, ça semble vraiment douteux. On a bien le manifeste du bateau, mais même ça, ça ne rentre pas dans la chronologie. J'en déduis donc que tu ne crois pas vraiment au fait que le comte de Saint-Germain a percé le mystère de l'immortalité et qu'il aurait pu devenir Jacques Saint-Germain? Il n'a pas été prouvé que la consommation de sang permet de prolonger la vie. Mais écoute plutôt ça. Il semblerait que le comte ait toujours eu des apprentis. Il leur a appris à être lui. Pas seulement ses connaissances, mais aussi son histoire et ses habitudes. Ça expliquerait pourquoi il n'a jamais vieilli. Il y avait toujours une version de lui plus jeune à proximité. Comme tous ses apprentis qui ont continué son histoire, quelqu'un à la Nouvelle-Orléans a récemment ajouté sa touche et a créé Jacques Saint-Germain. Et c'est comme ça que le comte est devenu Jacques. Je vois. Le comte de Saint-Germain est vraiment immortel.
Et Vince, peu importe ce que toi et moi ferons, peu importe le nombre de fausses pistes qu'on mettra à jour ou le nombre de témoins à qui on parlera et qui n'auront rien pour étayer leurs propos, ça n'aura aucune importance parce que la légende existe. Le vampire légendaire de la Nouvelle-Orléans, le vrai élixir de vie, c'est juste une super histoire.